Hello, c'est Ange. J'écris sur la Creator Economy et vous êtes sur le podcast Planet Creators. Planet Creators, c'est l'émission qui va à la rencontre des entrepreneurs, investisseurs et professionnels de l'industrie de la création de contenu. Je co-anime souvent l'émission avec 1, 2 ou 3 autres buddies pour te donner les clés de l'industrie des creators et découvrir les champions d'un marché à plus de 100 milliards de dollars. Cette émission est produite par le réseau de podcasts Airparty. Airparty, c'est aussi TechSource, le podcast pour découvrir les sources de veille des acteurs de la tech, mais également Tech Party, l'émission des communautés tech. Pour retrouver toutes les émissions du réseau, direction airparty.network. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur Planet Creator, le podcast qui parle de Creator Economy et du coup de contenu. Je suis ravi donc, de vous retrouver aujourd'hui sur ce nouveau épisode de Planet Creator, du coup Six de Voplan. Donc, salut Six, enchanté. Pas de même, ravi d'être là. Ouais, cool. Du coup, je te propose parce que je t'invite à te présenter. Et nous dire qui tu es en fait. Six. Ouais, écoute, rapidement, donc Six, je suis cofondateur et CEO d'Animage. Je suis un réputé entrepreneur, j'avais lancé ma première boîte à 21 ans, vraiment dans un univers très différent de la Creator Economy, puisque c'était de la livraison de repas au bureau, une boîte qui s'appelait Nestor, que j'ai revendue au groupe Elior en 2021, un truc comme ça. Et en fait, il y a maintenant presque 2 ans, 1 an et demi, j'ai cofondé Animage avec la volonté de pouvoir créer un nouveau leader dans le secteur du Kids Entertainment avec une approche qui soit résolument digital first et AI driven pour pouvoir créer les prochaines grosses franchises, les gros hits de demain, tu vois, les prochains pas de patrouille, etc. Mais en les faisant démarrer sur YouTube, puis après en ayant une approche multiplateforme afin de pouvoir créer les franchises et les contenus qui feront rêver les enfants de demain. Cool. Le shift, t'es passé comme de la Nestor, donc c'était de la livraison, et t'es passé ensuite à Animage. Comment s'est passée un peu cette transition ? Donc, est-ce que tu avais une affinité avec l'entertainment ou de l'affinité avec la création de contenu ? Dis-moi un peu. Ouais, en gros, moi, je suis papa de 3 enfants, entre 1 an et maintenant 1 an et demi et 5 ans et demi. Et donc, du coup, tu vois, moi, je me suis retrouvé de facto à utiliser mon smartphone pour pouvoir faire regarder des dessins animés. Tu vois, mes enfants, j'ai pas de télé à la maison, et donc c'est YouTube, c'est Netflix, c'est toutes ces choses-là. Et en fait, j'ai été plongé dans ce chiffre de la consommation des médias pour les enfants, où quand nous, on était gamins, on allait regarder nos dessins animés le samedi matin sur Gulli ou France Télé ou je ne sais quoi, ou alors on allait au cinéma pour aller voir le Pixar tous les ans. Et en fait, on n'a jamais eu ce réflexe-là avec nos enfants, et le réflexe, c'était aller sur YouTube, trouver une chaîne YouTube pour essayer de trouver le dessin animé ou le contenu qui allait plaire. Et donc, du coup, c'est par là que ce shift est arrivé naturellement, en me disant, bon, déjà, j'ai eu l'expérience de ma première boîte, où tu vois bien que... en fait, tu mets tellement d'énergie et de passion dans ta boîte que ça devient ton bébé, quoi. Donc là, c'était mon 4e bébé, quoi. Et donc, du coup, je voulais aussi partager, avoir quelque chose en commun et partager quelque chose sur cette boîte-là. Et je pense que le meilleur moyen, c'était d'avoir quelque chose qui puisse aussi créer une relation forte avec mes enfants, d'où le Kids Entertainment, et d'ailleurs d'où le Kids plutôt que l'Entertainment au sens général. Et vraiment avec la volonté de me dire, OK, on ne consomme plus les contenus de la même manière. Avec l'IA, on ne va plus produire les contenus de la même manière. La réalité, c'est que si Walt Disney existait aujourd'hui, son dessin animé Mickey Mouse, Willy the Boat, qui l'avait fait à l'époque, il y a maintenant près de 100 ans, il est probable qu'il ne l'aurait pas mis au cinéma, il ne l'aurait pas mis à la télé, mais il l'aurait mis sur YouTube, sur TikTok, sur Insta. Et donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun acteur qui ait cette approche résolument digital first, avec l'ambition de faire pas quelque chose qui reste dans le digital, mais qui pourra toucher les enfants en cross-platform afin de pouvoir nouer une relation forte avec eux. Ok. Et du coup, donc, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui travaille donc, pour les kids, parce que généralement, dans le créateur, tu es plutôt orienté Gen Z ou millennial. Donc je comprends déjà qu'il y a une affinité personnelle, donc je comprends par rapport à ton histoire de père de famille. Et du coup, pourquoi, je sais pas, par exemple, pas adresser des kids créateurs, tu vois, par exemple.
tu vois, en fait, par exemple, tu vois, je vois, c'est Ryan Kaji, par exemple, tu vois, c'est l'exemple type du Kids Creator, superstar, 30 millions de revenus, je crois, sur sa meilleure année. Et pourquoi, du coup, focus sur des franchises après, je comprends, il y a une partie d'IA aussi qui joue beaucoup, je pense, dans ton modèle. Pourquoi pas focus sur les franchises plutôt que les Kids Creators? Premier point, alors il y a 2 points. Il y a un point économique et après il y a un point qui est plus éthique. Je sais pas par lequel tu veux qu'on commence. Comme tu veux, on va commencer. Faisons la bonne nouvelle d'éthique. Moi, je suis assez mal à l'aise sur ce côté Kids Creator. En fait, tu vois, un kid qui décide de lancer lui-même sa chaîne YouTube, il fait ce qu'il veut, chacun est grand, et tu vois, on n'est pas là pour faire du paternalisme. La chaîne de Ryans, elle a été créée par les parents quand Ryans avait 3 ou 4 ans, je me souviens plus, 3 ans je crois, et en fait ils ont décidé l'avenir de ce gamin pour lui. Et il se trouve que ça s'est bien passé. Moi, je suis assez mal à l'aise à l'idée qu'en fait, je mets de l'argent sur un enfant qui a jamais eu son mot à dire et qu'on a imposé de devenir une star. Il n'a jamais eu son choix, il n'a jamais voulu le faire. Il se trouve que, tu vois, et donc ça, si tu veux, moi, c'est pas quelque chose qui... c'est très différent, tu vois, d'un créateur qui, par lui-même, tu prends un Squeezie, il avait beau avoir 10 ou 12 ans quand il a lancé sa chaîne, c'est lui qui l'a fait. C'est pas ses parents qui sont arrivés, qui ont dit, bah voilà, je vais te produire, tu vas faire ci, tu vas faire ça, et puis je vais te mettre en scène, tu vois, devant tout le monde. Et ça, si tu veux, c'est un point où, moralement, moi, j'aurais jamais voulu qu'on fasse ça pour mes gamins, qu'on me dise, bah tiens, on va te le mettre en scène, et puis basta, tu vois. Il le fait s'il a envie, c'est son choix, mais c'est pas quelqu'un, et encore moins moi, qui vais lui décider de ce qui deviendra. Et après, le deuxième point qui est plus économique, c'est que mettre de l'argent sur des profils comme ça, tu crées un key man risk qui est énorme et une capacité à pouvoir franchiser le modèle. C'est-à-dire que pour moi, qui de mieux que MrBeast pour gérer MrBeast? Il a besoin de personne d'autre. Et je pense qu'on a vu l'exemple avec tous les youtubeurs et Webedia. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces créateurs-là, Webedia arrivait en leur disant bah voilà, t'inquiète pas, je vais t'apporter plein de business, on va pouvoir te faire de la franchise, de la licence, on va pouvoir signer des contrats pour toi. Et en fait, la réalité, c'est que la valeur de Squeezie, de McFly et Carlito, c'est pas Webedia, c'est eux. Et donc nous, si moi j'investis dans ce genre de business, ma valeur opérationnelle, elle est quasi nulle. On dit qu'elle existe, tu vois, c'est le play de Pocket Watch, toi, qui est derrière pour le coup, Ryan. Moi, je crois qu'il n'y a aucune valeur opérationnelle qui mérite à Ryan de pouvoir céder le moindre pourcent, tu vois, dans son business. Et donc, à un moment donné, il va y avoir une rébellion. Et c'est exactement ce qu'on a vu avec les youtubeurs, tu vois, où ils se sont tous cassés de Webedia. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ils n'allaient pas faire du 50-50, ils allaient récupérer tout le business pour eux. Dans le modèle de franchise, c'est différent parce que tu n'as pas ce key man risk. C'est des propriétés qui peuvent survivre à leurs créateurs. C'est des propriétés qui ont une durée de vie qui est extrêmement longue. Tu prends Pocoyo, ça existe depuis 21 ans. Et ça va exister encore dans 20 ans, et ça va exister dans 50 ans. Et c'est la même chose avec Toy Story, c'est la même chose avec toi, tout. Et c'est la beauté de ces modèles-là. Et c'est un modèle où, opérationnellement, on apporte beaucoup plus de valeur pour aller franchiser, licencier le modèle, parce qu'on n'est pas dépendant d'une personne, d'un visage, avec tout ce que ça peut impliquer aussi en termes d'assurance que cette personne ne va pas partir en vrille. Et éviter, tu vois, un Norman Bis ou quoi que ce soit, si tu veux. Et donc, c'est toutes ces raisons-là qui fait que nous, on a toujours été assez éloignés de ces business des créateurs. Et pour le coup, pour les kids, il y en a plein. Tu prenais l'exemple de Ryan avec Ryan's World, avec Vlad and Nikki. Enfin voilà, t'en as un paquet. Et tu prends, c'est simple, le top 10 des plus grosses chaînes YouTube Kids. T'en as au moins 4, voire 5 qui sont des youtubeurs exactement comme Ryan. Mais nous, c'est pas là où on pense pouvoir apporter de la valeur et on va plutôt aller chercher des franchises qu'on a la capacité de pouvoir dérouler, licencier et de pouvoir décliner sur n'importe quel format. Ça veut pas dire qu'on va pas aller faire du live, mais ce sera toujours sur un format vraiment de franchise plutôt qu'un format réellement de créateur ou youtubeur. Et quand tu dis, donc du coup, format, donc tu parles plus. Donc, on part du principe que tu parles d'une vidéo donc, YouTube, donc vidéo longue, je pense. Donc on va dire en 30 minutes, on va dire par ça dépend. Non, on peut faire ça dépend des IP, donc des propriétés intellectuelles qu'on a. On en a qui font
2 minutes, 2 minutes 30. Après, il y a tout le programme short, des vidéos qui font 10, 15, voire effectivement 20. Et après, il y a toutes les compiles. Et donc là, c'est des compilations de vidéos. On va faire. Faut vraiment avoir en tête que le kids, c'est un marché qui est à part, quoi. C'est pas les mêmes règles. Déjà, c'est même pas les mêmes modèles de monétisation. T'as un CPM qui est 5 fois plus faible, c'est de la publicité qui est non targetée. Donc, enfin voilà, il y a plein de choses. Et même sur YouTube, t'as 2 funnels d'acquisition et 2 funnels de viewership qui sont différents. C'est-à-dire que dès que ta vidéo est taguée Made for Kids, tu ne vas regarder que des vidéos en Made for Kids qui vont être suggérées après. Donc, si tu veux, c'est un univers qui a rien à voir. Et en fait, nous, les gens qu'on a qui optimisent, les équipes qui optimisent, tu vois, nos chaînes YouTube, c'est des personnes qui ont qui parfois viennent pas du kids, mais quand ils viennent pas du kids, il y a un petit temps d'adaptation parce que non mais vraiment c'est pas la même chose. Et sinon en fait qui ont travaillé pendant des années sur cet univers kids qui est très particulier. Ok, et c'est surprenant parce que moi je me serais dit plutôt tu vois le CPM assez haut parce que il y a quand même beaucoup d'enfants qui $1 le CPM. Ah ouais, ok, c'est voilà. Ça mérite d'être clair. Et ouais, non, et du coup, tu nous as expliqué donc la partie du CPM. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur la structuration même de ce marché? Est-ce qu'il y a beaucoup d'acteurs et du coup, vous êtes plutôt quelques-uns à vous battre sur le marché? Est-ce qu'au contraire, il y a peut-être des grands acteurs type les grands studios Disney qui ont un peu une section YouTube dédiée au contenu pour enfants? Ouais, je pense que en gros, si tu veux regarder l'écosystème, il y a d'un côté les gros majors. Ouais. Donc les Disney, DreamWorks, Pixar, etc., Nickelodeon, Mattel, Hasbro, qui, pour certains d'entre eux, sont arrivés sur YouTube plus ou moins tardivement et donc ont une exposition YouTube qui est assez forte. C'est le cas d'Hasbro, de Mattel. Nickelodeon est pas mal. Disney est assez mauvais pour l'instant. En tout cas, par rapport à la puissance de frappe qu'ils ont. Et qui utilisent YouTube comme une manière de recycler des contenus qui vont broadcaster, diffuser sur leur chaîne de télé, sur leur plateforme de streaming, etc. C'est pas vraiment natif. De l'autre côté, tu vas avoir en fait tous les acteurs indépendants qui sont nés sur YouTube, qui sont soit globalement des entrepreneurs qui venaient pas de l'industrie du kids et du kids media entertainment et qui ont compris l'écosystème YouTube et qui ont créé des chaînes YouTube qui ont extrêmement bien performé. Le succès derrière Cocomelon, derrière Hey Kids, voilà. Soit des studios indépendants, qui sont des studios de production, d'animation indépendants, qui ont été très tôt sur YouTube et qui du coup ont capté une audience forte. C'est le cas de du studio qui était derrière Pocoyo, où en fait Pocoyo est la première marque kids dans l'animation à être mise sur YouTube dès 2006. Okay. Alors que c'était un show qui avait été conçu pour la télé. C'était les plus précurseurs en la matière. Et après, au milieu, et donc tout ça, c'est beaucoup d'indépendants et c'est extrêmement fragmenté. Et au milieu, tu as quelques acteurs qui se sont positionnés avec différents modèles. Tu as des modèles comme Wildbrain, qui sont plutôt des modèles un peu type Jelly Smack, avec du multi-channel network. Tu as d'autres MCN, même si en fait les MCN sont assez peu présents sur le kids en règle générale. Tu as ensuite des modèles type Spotter qui vont faire du revenue-based financing, mais là aussi, ils sont relativement peu présents sur du kids. Ils vont plutôt aller s'occuper de financer bas de catalogue de gros youtubeurs, parce que les kids sont un modèle où tu as peu de CPM, mais tu fais énormément de vues et tu as une énorme power law. Dans le sens où, dans chacun des territoires donnés, le leader fait 2 à 3 fois plus de vues que le numéro 2, qui en fait entre 5 et 10 fois plus de vues que le numéro 3. Je te prends un exemple, Kidibli, qui est une des propriétés qu'on a rachetées, première chaîne YouTube allemande, ça fait 6 milliards de vues par an. C'est entre 38 et 40 millions d'abonnés sur l'ensemble des territoires dans lesquels elle est présente. Okay. C'est énorme. On parle de combien de pays à peu près? Il est présent dans 7 pays. 7 pays, ok. Et donc, il y a encore un potentiel d'expansion à aller chercher. Quoi. Ouais. Et donc, si tu veux, tu as des économies d'échelle qui fait que ces marques-là sont extrêmement rentables, mais n'ont pas réussi forcément à se déployer. Et après, du coup, tu as d'autres acteurs, dont Animage, dont Moonbug, par exemple, qui avait racheté Cocomelon, Little Baby Bum, Little Angel, Blippi aux États-Unis, et qui essayent de pouvoir créer un portefeuille de propriétés qui, dans le cas de Moonbug, sont nés sur YouTube. Dans le cas de l'Animage, ne sont pas nécessairement nés sur YouTube, mais avec une approche qui est similaire. En tout cas, dans le cas d'Animage, qui est la suivante, c'est
une création data-driven. On récupère toutes les données YouTube pour voir comment est-ce qu'on peut créer du contenu qui résonne localement, culturellement auprès de nos audiences. C'est un point qui est majeur pour pouvoir être pour éviter de faire du one size fit all à la Disney. Le deuxième point, c'est une production assistée par l'IA pour produire plus de contenu plus rapidement et optimisé pour chacune des plateformes, parce qu'on croit beaucoup au fait que déjà, il faut que nos contenus soient digital native et soient digital first, ça c'est logique, mais au-delà de ça, il faut que nos contenus soient différents. C'est pas le même espace de jeu quand tu es sur TikTok, quand tu es sur YouTube, quand tu es sur Netflix ou quand tu es sur Facebook. Et donc, du coup, on doit proposer des contenus qui vont être différents pour pouvoir résonner auprès de ces audiences-là qui ont des momentum de consommation qui vont être différents. Et à la fin, élargir et enrichir l'univers de ta franchise à travers des storytelling qui vont être différents. Un peu plus de storytelling et des histoires un peu plus longues dans le cadre de Netflix, des histoires plus courtes, parfois orientées musique dans le cadre de YouTube, des formats verticaux extrêmement short, beaucoup plus dynamiques dans le cadre de TikTok. Et en fait, c'est avec cette batterie-là de types de contenus qui vont être très divers qu'on déploie une stratégie digital first, où nos contenus sont sur le digital, et naissent dans le digital parce que c'est là où sont les kids aujourd'hui, et multiplateforme, on fait rayonner l'ensemble de nos contenus partout où les enfants sont. Téléconnectés, plateforme de streaming, plateforme de streaming musical, tous les réseaux, toute la partie social media, Snapchat, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, etc., afin de pouvoir être partout à la fois. Waouh, en fait, vraiment, c'est multi-channel, quoi, multi-format. Ouais. T'es partout, quoi. On essaie de partout. Du coup, en fait, le but, c'est d'attraper les parents là où ils sont, déjà. Ouais, exactement. Ouais, déjà à la base. Et après, d'arriver à mettre, du coup, les enfants, du coup, j'imagine, sur soit un YouTube, l'imaginaire de la tablette, la fameuse tablette qu'on donne à un enfant, ou le grand iPhone. Du coup, tu as mentionné un truc intéressant, c'est que vous faites du contenu en fait en interne, de ce que je comprends. Ouais. Parce que moi, j'aurais pensé plutôt que vous achetez les formats et puis après vous les retravaillez uniquement. Mais du coup, il y a une grosse partie prod. Dis-moi un peu plus là-dessus. Du coup, comment ça se passe cette partie? Grave. C'est d'ailleurs la différence avec nous, on est gestionnaire de franchise. C'est-à-dire qu'on prend des IP et après on gère tout de A à Z, la direction artistique, la production, la distribution du contenu, on gère tout de A à Z. C'est pour ça qu'on en fait peu. On a trois propriétés qu'on a rachetées. On va se constituer un portefeuille de 8-12 IP, mais on rachète que les meilleurs. Et donc, dans la production, la manière dont on fonctionne, après, chaque production est différente. Tu vois, si tu fais du live, si tu fais de l'animation, si tu fais de la comptine pour enfants, dans le cas de Hey Kids, qui est notre deuxième propriété. Mais on a une cellule de développement créatif en interne, avec un directeur créatif par propriété intellectuelle, et qui travaille avec des storyboarders, avec des scriptwriters, etc. Sur les différentes thématiques. On récupère toutes les données YouTube, on fait 15 milliards de vues par an sur YouTube, donc on récupère ces données-là pour pouvoir bien comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment est-ce qu'on peut infléchir la stratégie éditoriale avec une ligne éditoriale extrêmement claire par propriété, parce que l'idée est toujours de pouvoir être en mesure d'éduquer les enfants ou d'apporter quelque chose d'un peu différent de ce qui peut exister aujourd'hui en fait dans l'écosystème digital classique. Et à partir de là, dans le cadre de l'animation, on déploie une production assistée par l'IA, où on a développé en interne et bâti des outils d'AI qui permettent de pouvoir générer une partie des mouvements et qui permet de réduire considérablement le temps pour produire un contenu d'animation. Parce qu'il faut avoir en tête que c'est la grosse différence, tu vois, avec la créateur économique classique, c'est que l'animation pour enfants, c'est des standards où tu fais entre 3 et 6 secondes d'animation par jour. C'est ça le standard, tu vois. C'est extrêmement long. Un Pixar, c'est une seconde d'animation toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines. Et c'est pour ça que tu arrives après à des coûts d'animation de 1,5 million la minute pour Pixar. Et donc, du coup, nous, on est... si tu veux exister dans le digital et faire vraiment ce qu'on a dit avec tes contenus TikTok, tes contenus YouTube, tes contenus Netflix, etc., ça demande un paquet de contenus et ça demande à être beaucoup plus agile et beaucoup plus lean que les méthodes traditionnelles de fabrication. Donc, on a construit des modèles d'AI qui nous permettent d'être beaucoup plus rapides et de faire globalement en 24 à 30 secondes d'animation par jour, là où les méthodes traditionnelles font 3 à 6 secondes d'animation par jour, à qualité équivalente. Après, est-ce que ça joue aussi sur le fait que tu repars sur des formats existants ?
Du coup, ton modèle d'IA, tu le fais travailler déjà en amont. Je le fais travailler, ouais, c'est sûr. Pixar, il part souvent. Bon, après, je pense qu'ils ont un gros catalogue derrière, tu vois, mais ils partent quand même souvent un peu from scratch, à moins s'ils repartent sur des 1, 2, 3, tu vois. Tu sais, quand ils font Toy Story 4, ça leur prend longtemps. Et pour autant, ils ont 3 Toy Story avec un nombre de rushs assez hallucinant. Oui, non, tu peux. Et tu vois, quand t'as pas de patrouille qui en est à sa 5e, ou je me souviens plus de sa saison Super Wings, à sa 7e saison, en fait, ils ont 7 fois, et pour autant, ça leur coûte toujours aussi cher, tu vois. Donc, oui, ça nous aide parce qu'en fait, ça nous permet de pouvoir entraîner nos bases sur les personnages, notre modèle sur des bases de personnages, sur des bases de storyboard, donc les dessins des créatifs. Mais faut pas croire que, tu vois, si tu faisais un Toy Story 2, que ça te coûterait moins cher, ça te coûterait un peu moins cher, mais ça te coûterait à peine moins cher dans les méthodes traditionnelles de fabrication. Ok. Du coup, tu parles donc de choisir les meilleurs formats. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi un bon format, c'est quoi? C'est une question vaste. Du coup, qu'est-ce que tu regardes pendant que si toi tu prospectes pour choper un format? Donc, c'est quoi un peu les métriques que tu regardes? Alors nous, on parle d'IP plus que de format, ce qui est plus juste, parce que c'est vraiment dans cette logique de créer des franchises. Tu vois, on va pas s'intéresser à acheter du contenu YouTube ou un format YouTube qui n'aurait pas vocation à devenir une franchise mondiale. Le but, c'est vraiment comment on fait une franchise, une IP qui peut être floquée demain sur tous les pyjamas du monde. Tu vois, tu peux en faire des jouets, tu peux en faire des feature films, tu peux en faire des spin-offs, enfin tout ce que tu peux faire. Et donc du coup, nous, ce qu'on va regarder, c'est première chose, on regarde que des propriétés qui ont bâti une relation et une audience extrêmement forte. Je crois beaucoup au fait que dans le monde de la franchise, tu as une espèce de plafond de verre à atteindre ou de ligne de flottaison, globalement, en fonction de comment est-ce que tu regardes les choses. Et en fait, tu as des IP qui l'ont atteint. Et à ce moment-là, tu peux être certain qu'elles vont rester dans les 20, 25, 30 prochaines années. Tu vois, tu prends les Toy Story, tu prends et puis tu as des propriétés en fait, qui percent jamais. Et pour diverses raisons, et ça c'est la beauté, tu vois, du créatif, tu le sauras jamais si tu veux. Et donc nous, le but c'est de voir quelles sont les propriétés qui ont déjà percé ce mur-là sur un pays. Si elles l'ont déjà percé partout et que c'est déjà pas de patrouille, on n'a pas grand-chose à apporter. Mais qui sont pas encore au stade de franchise mondiale. Typiquement Pocoyo, propriété qui existe depuis 21 ans. Tu vas dire, mais qu'est-ce que tu vas foutre avec une IP qui existe depuis 21 ans? Et en fait, cette propriété, elle a 97% de awareness au Mexique, au Brésil et en Espagne. C'est-à-dire que Pocoyo, là-bas, est plus connu que Mickey Mouse. C'est un truc de dingue, tu vois. Et pour autant, tu vas aux US, tu vas en France, mais c'est inconnu. J'ai entendu, je ne connaissais pas. Mais, tu vois, et donc, ça montre le potentiel de cette propriété qui, en fait, est iconique. Tu as des musées Pocoyo là-bas, tu vois. Enfin, c'est pour tu parles en espagnol à tes potes espagnols. C'est le même principe. Ça serait une sorte de... C'est comme un Maya l'abeille en Allemagne ou un Paddington à Londres, tu vois. Tout le monde connaît, c'est normal. Ça fait partie de la culture, c'est une icône, quoi. Et donc, du coup, c'est ça qu'on va vouloir regarder. C'est ces icônes, c'est ces marques qui sont tellement fortes qu'elles ont inspiré des générations entières, mais ce qui manque à ces marques-là, c'est la capacité d'avoir un play global. Soit parce qu'elles n'avaient pas la capacité de distribution multiplateforme, et donc on est capable d'apporter, parce qu'on a le scale qu'il faut, parce qu'on a les équipes de distribution qu'il faut, parce qu'on a le réseau d'audience aussi sur YouTube qu'il faut. Tu vois, on est le premier acteur Kids and Family sur YouTube en Europe, et on est le numéro 5 mondial après 18 mois. On devrait atteindre le top 3 d'ici la fin de l'année et espérer être le premier à horizon 2 à 3 ans. Tout ça de Paris, quoi. Tout ça de Paris, ouais. Et en gros... ça, c'est ce qu'on est capable d'apporter, ou alors c'est des propriétés qui n'avaient pas des capacités de production suffisantes pour exister, parce que si tu veux construire une franchise, tu dois créer du contenu. Il faut que tu arrives à élargir ton univers, tu vois. Et donc, Pocoyo, ils avaient produit 4 saisons en 20 ans. Donc une saison tous les 5 ans. Ça paraît... C'est pas ouf, hein. Ouais, c'est nul. Pour donner un ordre de grandeur, tu vois, les pas de patrouille, alors ils sont assez agressif, c'est presque une saison tous les ans. Super Wings, une saison tous les ans. Peppa Pig, une saison tous les 18 mois. Donc c'est des propriétés qui font des spin-offs, qui font des longs-métrages, ils créent un univers autour de ça. Et donc Pocoyo, quand on a racheté cette propriété il y a 6 mois, première chose qu'on a faite, c'est on a rappelé le créateur originel du show qui s'était cassé en 2008. On a échangé avec lui, on s'est rendu compte qu'on se rejoignait sur la vision, et lui il a dit ok les gars, je veux bien revenir à une condition. Moi, si je le fais, c'est pour pouvoir réinventer Pocoyo pour les 20 prochaines années. Et donc, je ne vais pas faire une saison tous les 5 ans, quoi. Donc, on lui a montré notre outil d'AI, et puis là, il a eu ses yeux comme as, et il a compris qu'on allait pouvoir faire en 4 ans ce que lui avait fait en 20 ans, en termes de production,
avec une saison tous les ans, un long métrage, un spin-off, de pouvoir créer un vrai couloir de contenu pour le digital qui allait permettre d'élargir cette marque-là. Et donc c'est ça les types de propriétés qu'on rachète. Leader sur le marché, ou en tout cas iconique sur un marché donné, sur une zone donnée, sous-exploité d'un point de vue distribution, sous-exploité d'un point de vue production, et focalisé sur du kids, et vraiment leadership sur leur format donné. Donc les formats, ça peut être de la musique, ça peut être du live, ça peut être du narratif, ça peut être du slapstick, enfin voilà, tous ces types de formats, ces catégories de contenu qui sont importantes à avoir pour aller toucher les kids qui apprécient plus ou moins tel ou tel type de contenu. Ok, et du coup... Donc ouais, ça fait un peu penser des fois, tu sais, peut-être tu vas tirer... tu vas un peu faire la tête, mais... Tu sais, un peu des repreneurs d'entreprises, ceux qui trouvent des boîtes avec un bon potentiel, mais il manque toujours un petit truc parce qu'elle n'a pas pu percer, ou au contraire, tu vois, des boîtes qui ont un potentiel, mais qui n'ont pas encore pu exploser, ou qui vont exploser, et en fait, il faut juste le pousser un peu plus loin, tu vois. Et je vois un peu ça comme ça dans le format, parce que tu vois, donc Pocoyo, c'est l'exemple type, tu vois, c'est un format qui est ouf, sauf que, après, on connaît pas la tampouille en interne, enfin, moi, de ma part, mais si elle avait eu les bonnes personnes pour son interne, ça aurait donné une franchise énorme. Qui a peu besoin en fait d'être acheté, etc. Tu vois. Et toi en fait tu apportes le truc en plus. Tu vois. Alors, ouais, je suis d'accord. C'est parfois c'est pas forcément une histoire de personne. Tu vois. C'est pas parce que la personne était bien ou pas bien. Non, mais c'est parfois juste, elle était juste pas bien backée financièrement, opérationnellement. Elle avait pas la structure qu'il fallait. Alors j'aime pas trop le côté repreneur d'entreprise, ça fait souvent le vautour. C'est pour ça que je disais que j'allais faire la tête. mais non. On est plutôt là pour scaler, tu vois. C'est plus positif, quoi. On va prendre une IP qui a du potentiel et on va la faire passer de 1 à 1000. Ok. Et du coup, quel modèle, un peu le modèle économique derrière tout ça? Du coup, est-ce que tu te rattrapes sur la partie ads de YouTube, ou du coup, quel est ton modèle? Comment tu te retrouves dedans? Nous, on rachète des propriétés qui ont un business, un revenu, un chiffre d'affaires, un EBITDA. Donc, on paye l'ancien propriétaire de l'IP là-dessus. En fonction de la volonté de l'ancien propriétaire, on est capable de pouvoir lui faire bénéficier de la croissance à venir, donc avec des modèles d'earn-out ou des choses comme ça. Et après, nous, notre but, c'est de décupler les ventes. Donc sur YouTube, c'est de la publicité avec des CPM. Et après, c'est tout le reste, en fait, qui est la distribution de contenu. Donc, en fait, c'est des license fees quand tu vas vendre ton contenu à Netflix, quand tu vas vendre ton contenu à la télé, sur France Télé, quand tu vas mettre ton contenu sur des télés connectées, Samsung TV+, quand tu vas prendre ton contenu parce que tu as beaucoup de musique et que tu vas te mettre sur les DSP pour aller chercher des streams supplémentaires, quand tu vas remplacer, que tu vas créer des audiobooks pour les enfants et que tu vas vendre auprès d'Audible. Enfin voilà, c'est tout cet univers-là que tu crées où en fait tu prends cette IP et cette marque et ce format-là et tu le déclines dans tout ce qui peut être possible. Et donc tu vois, par exemple, Pocoyo, il doit y avoir 10% de ses revenus maintenant qui proviennent du merchandising. En fait, c'est de la vente de jouets, c'est de la vente de... j'aurais dû t'en apporter des serviettes, et toi t'as plein de trucs, quoi. Non mais t'as plein de trucs, des gourdes, et donc en gros notre but c'est on rachète une propriété, on met un prix donné et il faut qu'on arrive pour retrouver notre investissement et puis surtout faire beaucoup plus, à le transformer en franchise et donc à décupler les ventes. Ok, d'accord. Donc, c'est une de mes questions, c'est de savoir si tu prenais aussi sur la partie offline, donc la partie merchandising. On prend tout. Ouais, vous prenez sur tous les axes de revenus de la marque. En fait, on devient à ce moment-là le nouveau propriétaire de l'IP et de la marque. Donc, du coup, c'est comme si tu veux quand Disney rachète Marvel qui rachète Star Wars, si tu veux. Donc, après, ils déroulent leur stratégie de franchise. C'est juste que c'est pas les mêmes prix d'acquisition, c'est un peu plus petit ce qu'on rachète. Et du coup, j'imagine que c'est un peu la vision à long terme d'Animage, donc être un peu un grand, mais du coup orienté kids, donc ou au contraire, voilà. Donc, quelle est un peu la vision pour toi que tu vois de l'Animage en fait? Nous, en gros, ce qui nous excite, tu vois, chez Animage, c'est de se dire que on a un moment parfait, tu vois, dans l'industrie pour pouvoir enfin créer un leader dans le kids media entertainment qui vienne de l'autre côté de l'Atlantique. Quand tu regardes aujourd'hui le Kids Media, tu prends le top 10, ils sont tous américains ou nord-américains. Disney, DreamWorks, Hasbro, Mattel, ils sont tous du même endroit. Ils portent tous la même voix d'ailleurs. C'est-à-dire que les types de contenus qu'ils proposent sont exactement les mêmes, culturellement c'est les mêmes, etc. Et en fait, on a un moment de marché où, les audiences, elles ont shifté, elles sont plus à la télé, elles sont dans le digital. Donc,
premier élément qui ébranle, si tu veux, le modèle traditionnel de ces gros acteurs. Et puis après, tu as un deuxième élément qui est arrivé quelques mois plus tard, qui est l'AI, qui est en train de révolutionner la manière dont on produit et qui diminue les barrières à l'entrée, parce que ce qui faisait qu'un Disney était Disney ou qu'un DreamWorks était DreamWorks, c'est qu'ils avaient un paquet de blé qui était nécessaire et que tous les studios indépendants leur mangeaient dans la main pour pouvoir en fait réussir à produire leur contenu, parce qu'une série d'animation, ça coûte plus de 10 millions d'euros. Et après, tu veux faire un film, un long métrage, c'est parfois 40, 50, 80, voire même 200 millions dans le cas de Pixar. Et en fait, quand tu avais ces coûts-là qui étaient extrêmement élevés, et qu'en plus, tu n'avais pas accès aux audiences, parce que les audiences, elles étaient sur la télé, et sur quelques grosses chaînes de télé qui étaient tous chez les mêmes acteurs, en fait, tu te retrouvais avec un modèle qui était quasi oligopolistique, où c'était compliqué pour un acteur indépendant de pouvoir exister, et donc tout venait du même endroit. Là, maintenant, les audiences, elles sont beaucoup plus éclatées, sur plein de plateformes différentes. On parle de YouTube qui représente 30% du temps d'écran des enfants aujourd'hui. Mais au-delà de YouTube, tu as Netflix, qui représente 8-10% du temps des écrans aux US. Tu as Disney+, HBO, Samsung, etc. Et tu as l'AI qui permet de pouvoir réduire les coûts. Et c'est là où on se dit, OK, il y a pour la première fois dans l'histoire du Kids Entertainment, on peut créer un leader qui sera en mesure de développer les grosses franchises de demain et qui ne viendra pas des US. Et donc, nous, ce qui nous excite, c'est comment est-ce qu'on peut aller chercher, identifier, fédérer en fait toutes ces propriétés iconiques que je t'évoquais et qui ont une partie qui est assumée culturellement. Toi, Pocoyo, c'est assumé culturellement que ça vient de l'Espagne et ça porte une voix espagnole et qui touche des gens, d'ailleurs même aux US, toi, qui touche une frange de cette population-là. Et donc, comment est-ce qu'on est capable de fédérer ces cultures-là pour pouvoir proposer une typologie de contenu qui va être différente en ayant accès aux audiences plus rapidement que n'importe quel autre acteur traditionnel, avec justement ces audiences YouTube qu'on est en train de bâtir, les audiences partout en bâtissant un outil de distribution multiplateforme qui permet de prendre un contenu et de publier instantanément partout à la fois, sur toutes les langues, sur toutes les plateformes disponibles, et 3, un outil de production qui scale, qui permet justement et qui rend possible le côté transmédia et le côté multiplateforme, et donc d'avoir des contenus qui vont être différents quand tu les regardes sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook ou devant ta télé. Et donc, nous, c'est ça qui nous excite, c'est ça qui nous intéresse. Et notre concurrent numéro 1, c'est pas, tu vois, une autre chaîne YouTube. Notre concurrent numéro 1, c'est Disney. Et c'est comment est-ce qu'on peut devenir le prochain Disney dans les 5 prochaines années. Dingue, ça. Franchement, je suis impressionné, c'est dans le sens, je me dis que il y a un timing fou en fait pour vous. C'est déjà la puissance de l'AI qui est arrivée, donc il y a maintenant 1 an qui vous décuple votre capacité de prod. Les multi-formats par TikTok, YouTube et tout, donc en fait ça vous donne une capacité de couverture assez dingue. Et de base, du coup, le timing, bon après ça, c'est le timing, c'est entre guillemets la volonté, c'est le contexte qui fait que Animage a pu aussi, et les autres acteurs de cet écosystème ont pu se développer. Donc je pense que vous avez réussi un peu à associer un peu tous ces différents éléments, on va dire macro, pour donner à l'image aujourd'hui, tu vois. Et du coup, en fait, c'est vrai que j'avais vu aussi un format un peu équivalent, ça s'appelait Electrify Video Partners, tu as dû voir passer, et qui eux, du coup, font uniquement du créateur, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, ils sont pas du tout sur du kids. Ok, d'accord. Et du coup, donc je vois qu'il y a vraiment 2 formats différents. Donc toi, vraiment, tu travailles vraiment uniquement avec des organisations, quand eux travaillent du coup avec des créateurs, donc du coup, pas du tout la même approche. Et aujourd'hui, comment tu fais un peu pour les... Du coup, en fait, est-ce que pour toi, du coup, ton coût d'acquisition est... plutôt ton acquisition est plutôt simple pour toi, c'est dans le sens où en fait, tu joues un peu sur les effets cumulés de tes différents médias, parce qu'en fait, celui qui va regarder Pocoyo, il va aussi regarder un autre média, donc en fait, tu le gardes, et en fait, lui, il se rend pas compte, en fait, il regarde toujours la même chose. Comment ça se passe, par exemple, quand t'es... Comment tu arrives un peu à développer tout ça sur ta partie un peu acquisition? Quand tu dis acquisition, c'est la partie audience, c'est ça? Ouais, c'est ça, audience, ouais. Sur YouTube ou en règle générale? En général, YouTube, je dirais, pour commencer. En gros, sur YouTube, là aussi, c'est ce que je te disais, c'est que l'écosystème du kids est très différent, puisque depuis la loi COPPA, qui a été appliquée par YouTube en 2020, la loi COPPA, c'est ce qui a forcé YouTube à se mettre en règle sur une loi qui existait fin des années 90, tu vois. Donc, qui grosso modo, préserve les intérêts de l'enfant. Donc sur les types de contenus qui sont présentés devant lui, les types de publicités qui sont mises, et le fait qu'on ne va pas aller chercher dans son historique pour aller lui mettre une publicité qui est targetée. Avant 2020,
YouTube Kids, en tout cas les vidéos Kids de YouTube, c'était la jungle. Vraiment, t'avais pas envie en tant que parent de montrer quoi que ce soit à tes enfants là-dessus, parce qu'ils pouvaient se retrouver en l'espace de quelques vidéos sur une vidéo d'un faux Mickey qui était avec une tronçonneuse et faire n'importe quoi. Okay. Et ça pose problème, tu vois, pour le coup. Et donc, du coup, en 2020, YouTube a tout mis d'équerre, parce qu'ils se sont pris une énorme amende. Et donc, aujourd'hui, tu as quelque chose qui est extrêmement différent, où YouTube doit taguer toutes les vidéos, doit vérifier que les vidéos sont safe pour les enfants. Bref, et t'as plus les mêmes pubs, etc., etc. Et donc ça implique quoi ? Ça implique en fait que l'algorithme de YouTube, les suggested vidéos que tu as à droite sur YouTube ont un poids énorme et beaucoup plus important dans ton trafic source. Là où pour les créateurs, le côté je suis abonné et donc je vais suivre les vidéos ont une partie importante de ta stratégie d'acquisition, ta stratégie, là elle est quasi nulle. Déjà pour une raison bien simple que les abonnés sur du Kids ne reçoivent aucune notification. C'est la conséquence de la loi Copain. Pour pas être poussé à encore consommer tout le temps, etc. Donc du coup, en fait, ta seule stratégie, c'est de pouvoir faire en sorte que la vidéo suggérée après soit une de tes vidéos. Et donc, comment est-ce que tu dois faire ça ? Comme YouTube est beaucoup plus concentré sur la qualité, c'est améliorer la qualité de tout ce que tu fais, ce qui est plutôt sain. Et 2, c'est les playlists. Et c'est des playlists partagées où on est capable de pouvoir permettre à une audience de découvrir un autre contenu auquel il n'avait pas accès avant, en mettant juste après du Pocoyo, du Hey Kids, du Kidibli. Et donc, d'être en mesure aussi pour les parents de dire, voilà, avec cette playlist-là, c'est que des contenus estampillés à l'image. Et donc, c'est une playlist qui est safe. Et vous ne serez pas embarqué sur des suggested vidéos, sur des vidéos un peu, chelou, que tu n'as pas envie que tes enfants regardent, quoi. Alors que là, au moins, tu crées ce point-là. Et donc, c'est vraiment ça qui est important, c'est que plus on fédère, plus on rachète et plus on fédère des propriétés qui sont iconiques et qui sont qualitatives, plus on est capable de se créer ces playlists-là qui soient complémentaires, qui soient avec une vraie profondeur de contenu et qui permet de créer cet estampillage, tu vois, de dire, bah voilà, en fait, je vais sur une chaîne en image, je vais sur cette playlist-là et je sais que globalement, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord, ouais, donc tu proposes en fait des parcours, on va dire safe, aux parents pour qu'ils n'aient pas à se poser la question. Donc, je peux utiliser les enfants pendant 1 heure devant 30 minutes. Et après, du coup, tu as effectivement la stratégie de compilation. En gros, tu fais des compilations de 30 minutes, de 60 minutes, de 2 heures. En fonction de ce que souhaite le parent et donc sur lequel tu as fait des compilations thématiques en disant bah voilà, là c'est une compilation pour apprendre tel ou tel élément, une compilation pour chanter telle chose, pour danser ou pour faire voilà, en fonction des thèmes que tu veux aborder. Mais vraiment l'idée c'est de dire comme YouTube, il y a un nombre de vidéos qui est énorme, même si depuis 2020 il y a un gros travail qui a été fait. C'est honnêtement extrêmement inégal ce que tu peux retrouver. Tu as des très beaux shows, mais tu as quand même des shows de merde aujourd'hui sur YouTube. Et donc, un des rôles d'Animage, et c'est aussi la proposition de valeur qu'on apporte, c'est qu'on est capable de créer un environnement safe. Et c'est pour ça qu'on se concentre que sur des belles IP et des IP dont on est fier aujourd'hui de parler. Parce que, tu vois, c'est mon côté, toi, papa de 3 enfants qui parle, mais il faut que, en fait, à la fin des fins, les contenus qu'on propose, c'est pas pour l'algo de YouTube. On s'en fout de l'algo de YouTube. C'est pour les enfants et pour les parents. Et la réalité, c'est que plus tu arrives à créer du contenu qui soit qualitatif et un peu plus éducatif, bah, tu te rends compte que ça a un meilleur niveau de qualité à la fin. Ok, moi j'ai 2 autres questions pour toi, je pense que c'est qui me font penser. Déjà, l'attention des enfants. Parce que tu n'as pas, et comme tu l'as cité au début, tu n'as pas de télé à la maison, donc tu n'as que des tablettes. Alors après, je ne sais pas à quel niveau donc, de vue, enfin de temps d'audience qu'ont tes enfants sur les plateformes. Mais du coup, peut-être c'est aussi un sujet qu'on voit un peu dans toutes les familles, genre faut réduire le temps d'écran, etc. Ouais. Et je me dis peut-être, vu que tu sais que tu as aussi levé des fonds, peut-être qu'on t'a dû challenger sur ce sujet-là, j'imagine. Peut-être, je sais pas, hein, c'est une question. Comment tu vois ça ? Est-ce que tu penses que c'est un sujet qui, entre guillemets, qui est gérable, tu vois, ou c'est un peu une tendance de fond, un peu comme ça fait penser à l'industrie de la musique avec le disque, tu vois, genre en gros ça va se passer, donc les gars en fait adaptez-vous ou alors vous vendrez plus de disques, tu vois. Est-ce qu'il y a un sujet un peu comme ça ou qu'est-ce que t'en as un peu vu ? Ouais, bah il y a même le président de la République qui en a parlé, donc tu vois, c'est un vrai sujet, tu vois, en ce moment. Non, je pense qu'il y a 2 combats aujourd'hui à mener. Le premier, c'est le temps d'écran. Tu vois, moi en tant que parent, je fais extrêmement gaffe au temps d'écran de mes enfants, et donc c'est un truc qui je pense doit être commun à tout le monde. Et c'est aussi pour ça que tous les shows
qu'on propose ne sont pas que des contenus audiovisuels. Les audiobooks, la musique, le fait de pouvoir le transformer en livre, on a des livres Pocoyo, de pouvoir... on crée des... C'est pour ça que je te disais, on rachète pas des formats, on rachète des franchises. Ouais. Et c'est du coup quelque chose qui doit exister en dehors de l'écran. Mais après, tu as un deuxième combat que les gens soit oublient, soit refusent de regarder, et qui pour moi est autant, voire plus important que le premier, qui est comment faire en sorte que le temps d'écran des enfants soit bien occupé. Parce que la réalité, c'est que le temps des écrans des enfants, tu peux avoir un impact dessus en tant que parent, en tant que société, je ne sais pas ce que tu vas pouvoir faire. Et donc, du coup, c'est vrai que le temps d'écran des enfants, que tu fasses quoi que ce soit, il continue de progresser. On peut le stabiliser, on peut peut-être le baisser à la marge, tu ne vas pas pouvoir le baisser à 0. Donc, la question, c'est est-ce que tu préfères que ton enfant il regarde des vidéos débiles sur TikTok toute la journée et qu'il reste, si tu veux, complètement désolé à ne pas savoir quoi faire, ou est-ce que tu lui proposes des contenus qui vont être plus qualitatifs et qui vont te permettre de le faire grandir? Et en fait, tout le monde regarde le sujet du temps d'écran des enfants sur le premier prisme, en disant, et puis c'est super passionnel, il faut absolument le réduire. Oui, il faut le réduire. Mais en fait, si vous ne vous occupez pas du deuxième point, vous aurez fait, je pense, 10% du travail. Et nous, ce qu'on dit avec Animage, c'est qu'en fait, le temps d'écran pour réduire le temps d'écran des enfants, c'est en ayant des contenus qui ont vocation à sortir de YouTube et qui ont vocation à accompagner l'enfant, tu vois, dans des activités qui vont être outdoor, etc. Et 2, c'est de faire en sorte qu'à chaque fois qu'un enfant regarde un contenu, on veut qu'il le regarde sur des contenus qui vont le permettre de progresser, de grandir, à travers la musique pour Hey Kids, à travers la découverte de nouveaux endroits pour Kidibli, à travers des différentes leçons ou un peu plus de narratif autour de Pocoyo. C'est ça qu'on essaye de faire, tu vois. Et je pense que c'est complètement hypocrite de croire qu'en fait on va pouvoir résoudre la problématique du temps d'attention, du temps d'écran des enfants en disant juste il faut arrêter, il faut diminuer ce temps d'écran. Déjà parce qu'en fait il y a des parents qui peuvent pas ou qui savent pas ou qui sont seuls ou tu vois, et tu vois, moi je le vois, mes enfants ils étaient à l'école et en fait j'ai appris que à la cantine on leur mettait un temps on leur mettait un téléphone, tu vois. Je te promets, j'étais sur le cul quand j'ai appris ça. Ah ouais. Je dis, mais c'est quoi ces conneries? Bah ouais, j'ai regardé Pas de patrouille à la cantine aujourd'hui. Je dis, bon, ok, super. Je pensais pas qu'à l'école, c'était ce qu'on apprenait, tu vois, surtout après ce qu'a dit Macron. Bon. Si tu veux, en fait, à un moment, il y a des choses que tu peux faire ce que tu veux. Ouais, tu peux pas contrôler. Tu pourras pas tout contrôler. Donc déjà, si tu peux contrôler, et c'est ma mission, c'est de contrôler et de faire en sorte qu'à chaque fois qu'un enfant regarde un écran, s'il peut regarder des contenus qui soient bien, c'est gagné. Et donc, pour ça, il faut qu'on soit le plus gros possible et qu'on ait le plus d'audience possible pour pouvoir être en mesure de pouvoir apporter des contenus qui soient qualitatifs. Un exemple, Kidibli, quand on a racheté cette chaîne YouTube, c'était une ancienne chaîne vidéo d'unboxing. Je sais pas si tu vois ce que c'est l'unboxing. Voilà. Exactement. Pas le type de contenu que tu as envie de montrer à un enfant pour dire tiens, ça va l'aider à grandir, etc., etc. On a pris cette chaîne, du jour au lendemain, on a changé la stratégie de contenu et on l'a transformée en un mini C'est pas sorcier pour des enfants de 5 à 8 ans. La chaîne, elle performe mieux. Et on a remplacé 6 milliards de vues qui étaient orientées unboxing et qui, honnêtement, ne faisaient pas beaucoup de bien à l'humanité sur 6 milliards de vues qui permettent à l'enfant d'aller découvrir comment fonctionne une caserne de pompiers, comment fonctionne qu'est-ce que l'astronomie, etc., etc. Et c'est ça, c'est aussi notre mission Animage et notre responsabilité en tant que créateur de contenu sur le digital, en particulier pour du kids, c'est dire voilà, on le fait parce qu'on veut que chacun des contenus doit fonctionner, mais si chacun des contenus sont capables de prendre une part de marché sur des contenus qui sont débiles, à ce moment-là, on aura gagné notre journée. Mais comment tu fais du coup pour faire pivoter, je reprends un peu cet exemple-là, pour faire pivoter l'unboxing pour enfants, j'imagine, donc c'est un peu prendre les trucs type Toys R Us et Pic Twitter et tout, en un modèle C'est pas sorcier, sans perdre du coup ton audience qui était à la base orientée sur ça. Donc c'est pas forcément des gens qui sont venus pour l'edutainment, c'est plus pour le entertainment / e-commerce, tu vois. Comment t'as fait pour faire pivoter ces gens et explique-nous un peu ce use case. En gros, c'est là où on fait intervenir la data et on essaie de comprendre réellement, qu'est-ce qui intéresse ces audiences-là. En fait, tu vois, la personne qui regarde de l'unboxing, il regarde pas de l'unboxing toute la journée, c'est faux, tu vois. Il regarde d'autres choses, tu vois. Il regarde peut-être beaucoup d'unboxing, mais il y a aussi d'autres choses qu'il regarde. Et donc du coup, en regardant toutes les vidéos du trafic source dans l'univers kids, on est capable de clusteriser les audiences et de comprendre en fait exactement qu'est-ce qui résonne réellement auprès de cet enfant-là, tu vois. Et quels sont les autres types de contenus qu'il a regardés et qui sont capables
de pouvoir mieux coller à notre ligne éditoriale et qui pourrait coller avec ça. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il était au-delà de la partie jouet, il y avait et de cette partie, il y avait une partie camion, il y avait une partie pompier, il y avait une partie avec des choses de la vraie vie en fait qui existaient. Et donc du coup, c'est là où on a utilisé la data pour pouvoir faire des épisodes ludo-éducatifs qui soient, par exemple au début, orientés camion de pompiers et orientés pompiers. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un incendie? On va aller visiter une caserne de pompiers dans la Creuse, on va aller faire les marins de pompiers à Marseille, et en gardant en fait le côté très bigger than life, tu vois, qu'il y avait dans le côté unboxing où tu ouvrais des jouets toujours plus gros. Bah là, en fait, tu ouvrais, t'as une caserne de pompiers et puis tu ouvres des bateaux de marins de pompiers toujours plus gros et t'en profites pendant que tu vois ce bateau qui est énorme pour lui expliquer, bah voilà, en fait, comment fonctionne une caserne, comment on devient pompier, etc., etc. Et donc, du coup, c'est en jouant avec le fait qu'il y avait une appétence pour ce type de format qu'on est capable progressivement, et honnêtement, ça a pris 1 an à faire ça, pour progressivement changer le format, et on n'a pas encore, tu vois, complètement abouti. Mais je pense que c'est aussi notre devoir, tu vois, de dire, bah, tu vois, chacun des contenus qu'on va faire, on va essayer d'élever le niveau, parce que je pense que si tu fais juste ce qui a été fait avant, qu'est-ce qu'on apporte de plus, tu vois? Franchement, on n'apporte rien. Faire de l'unboxing, tu vois, ils n'auraient pas eu besoin de nous pour pouvoir faire quoi que ce soit là-dessus. Et on voyait bien en plus que le créateur qui était derrière ça avait commencé à initier ce changement, parce qu'au moment où on a racheté cette chaîne, il avait arrêté de faire de l'unboxing, il faisait des vidéos un peu unboxing avec des mascottes, on voyait qu'il essayait de toucher du doigt ce point-là. Ouais. Et donc, si tu veux, l'audience avait déjà été un peu habituée avec des types de formats qui avaient été un peu différents. C'est curieux, parce que du coup, j'allais te poser la question, en fait, j'avais une autre question, en fait, j'allais dire, comment t'accompagnes la personne qui présente? Parce que tu vois, j'ai un peu Fred et Jamy, c'est pas sorcier, donc t'as le mec dans le camion, t'as l'autre qui est sur le terrain. Ça reste quand même des personnalités publiques, tu vois. Enfin, ça devient des personnalités publiques. Ouais. Tu accompagnes, on va dire, des formats animation, tu vois. Là, tu accompagnes des êtres humains qui ont envie de se développer, qui ont envie de développer un peu de contenu. Est-ce que tu les accompagnes déjà, ces gens-là? Par exemple, le créateur de contenu, parce qu'aujourd'hui, il continue toujours de la prod où il a été remplacé parce qu'il est sorti pour X ou Y raison. Comment tu vois un peu cette collaboration, ces types de... C'est là, du coup, on n'est plus dans l'enfant, tu vois. On est plus dans l'enfant, entre guillemets, qui est un peu candide et qui fait du contenu. Là, c'est vraiment un adulte qui produit du contenu pour enfants, tu vois. Et là, c'est peut-être une approche un peu plus... c'est une approche un peu différente. C'est un acteur qui est pris. Le créateur de contenu originel ne souhaitait pas de cet acteur-là pour diverses raisons. Okay. Enfin, toi, personne ne sait qui il est. On n'a pas le droit de dire qui il est. D'accord. Il n'y a que lui, ses parents et sa sœur. Qui savent. Je te promets. Wow. Et au départ, tu vois, on n'avait même pas le droit de voir son visage. C'était assez ouf. C'était assez ouf. En fait, la seule chose que tu voyais, c'était ses mains toi, sur l'unboxing. Ouais. Donc tu pouvais plus ou moins savoir à peu près son âge et tout. Donc non, on a effectivement un acteur. Et après, cet acteur-là, on l'accompagne. Tu vois, pour qu'il puisse toucher plus de gens. C'est un jeune acteur qu'on accompagne. Tu vois, sur les tournages, sur les nouveaux contenus à produire, etc. Ok, parce que tu vois, je me dis comme ça, tu as dans la chaîne Gulli, tu as des présentateurs qui sont un peu devenus phares, tu vois, au fur et à mesure des années. Donc, tu vois, est-ce que le c'est possible peut-être de les réussir à les zapper, pour les happer, tu vois, pour les mettre un peu dans tes formats, pour que ça puisse traquer aussi un peu une audience, tu vois. Ouais, tu vois, est-ce que c'est un sujet qui est pour toi peut-être pas forcément essentiel, parce qu'au final, c'est pas ça qui attend forcément le... Ouais, je pense pas que tu aies besoin de prendre, tu vois, un animateur ultra connu de Gulli ou de Disney Channel pour pouvoir le mettre sur notre chaîne YouTube. Mais c'est plutôt l'inverse. C'est comment est-ce qu'on peut créer un animateur qui devienne le nouvel animateur que celui qu'on regardait lorsqu'on était petit sur Disney Channel, tu vois. Et qui apporte... Et en fait, nous, on a justement derrière Kidibli, on a Billy, qui est le directeur créatif notamment de ce show-là. Et lui, c'était un très grand animateur Disney qui était sur Disney quand nous, on était petits, tu vois. Et donc, il a connu tout ça. Il a fait des shows comme ça, type Mission 414, qui était à peu près du même style. Et donc, il accompagne et il mentor Duncan qui joue Kidibli pour pouvoir justement avoir les bonnes manières de fonctionner, etc. etc. Ok, excellent. Du coup, on voit un peu comment se passe le marché. Enfin, j'ai un peu maintenant une belle vision du marché.
comment tu vois un peu évoluer un peu dans tout ça Est-ce que ça va vraiment s'orienter? Est-ce qu'on va pousser encore plus sur la partie... En plus, c'est sur différents formats, tu vois. Tu as aussi l'audio. Ouais. Comment tu vois un peu la consommation du coup, des enfants dans le futur par rapport à ce que tu vois par dans d'autres data? Est-ce que c'est une question peut-être un peu trop lointaine ou... Alors, je pense qu'il y a un premier point, c'est qu'il y a un énorme boulot qui est fait par YouTube pour nettoyer tout l'écosystème kids. Justement, dans la lignée de la loi COPPA, et vraiment une logique de premiumiser la plateforme. Ça, c'est quelque chose qui va continuer, et ce qui est honnêtement très sain et très bon. Mais donc, du coup, ça veut dire que les créateurs de contenu qui sont sur YouTube vont devoir largement élever le niveau par rapport à ce qu'ils proposaient aujourd'hui pour pouvoir exister sur l'écosystème YouTube de demain. Et c'est le sens de l'histoire. Tu vois. Donc une grosse power encore plus, quoi. Parce que du coup, ceux qui sont déjà très bons va y avoir encore meilleurs. En fait, ça va être assez étonnant parce que en gros, tu as une saturation du marché là, il y a 2 ans, notamment sur des comptines pour enfants, sur des vidéos d'unboxing, etc. Parce que c'était des vidéos qui coûtaient pas cher. Je pense que l'AI va recréer une autre saturation de contenu encore plus forte. Il va y avoir de plus en plus de contenu qui va exister. Donc, si tu veux, tu vas avoir de plus en plus de long tail, mais c'est comme toujours, c'est comme dans la musique, quoi. Plus tu as de la long tail, en fait, à la fin, ta problématique, c'est la problématique de discoverabilité. Et la deuxième, c'est effectivement un YouTube qui va pousser de plus en plus les contenus qui sont safe, les contenus qui sont qualitatifs. Donc ça va te créer une power load de plus en plus forte. Et moi, je crois beaucoup, et c'est la thèse chez Animage, qu'on est en train d'entrer dans une ère de la méga franchise. Et je pense que c'est pas que dans l'univers kids. Quand tu vois un MrBeast, franchise, c'est genre Pokémon, quoi, par exemple. C'est des marques. Ça serait, tu vois, dans le secteur de la musique, ça serait des Taylor Swift, tu vois. Okay. C'est de dire que, tu vois, et la musique, c'est le meilleur exemple. C'est-à-dire que tu as une saturation du contenu qui a créé une diminution drastique de la valeur de la long tail et une explosion de la top tail. C'est-à-dire que les artistes comme Taylor Swift n'ont jamais été aussi puissants que maintenant, alors que tu n'as jamais eu autant de contenu qu'aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Et tu le vois, par exemple, au-delà du Kids, quand MrBeast fait en 1 an ce qu'il avait fait en 5 ans en termes d'abonnés et en termes de viewership, quand tu vois la croissance qu'a un Squeezie ou un Thibaut InShape aujourd'hui en France, il y a déjà ces choses-là qui sont en train de se passer. Et dans le Kids, ça va devenir de plus en plus important, parce que dans un monde qui devient saturé en contenu, à la fin, la seule chose qui prime, c'est la marque. Et c'est ta capacité de pouvoir toucher les audiences par une marque qui soit forte. Sinon, si tu crées du contenu juste pour créer du contenu, tu vas être noyé dans la masse de contenu existant et tu n'arriveras pas à percer. Donc la bataille se joue sur l'acquisition des bonnes IP, comme tu le disais au début. C'est en gros, peut-être qu'il y aura... parce que bon, il n'y a pas non plus énormément d'acteurs. Si on est... Donc je pense que par définition, même dans le marché dans lequel tu fais partie, il y aura peut-être une diminution du nombre d'acteurs, parce qu'en fait, normalement, tu as un nombre d'IP limité. Quoi. Tout le monde ne peut pas tout kiffer, en fait. Et du coup, celui qui aura les bonnes IP, c'est lui qui régnera en maître, et sur son écosystème, et que les autres, du coup, soit seront avalés, ou alors... on peut penser même au... ce que je faisais avant, la delivery, en fait, où finalement, c'est certains acteurs qui... on a vu beaucoup des séries d'acquisition sur acquisition, parce qu'en fait, certains n'arrivaient plus à tenir la route, quoi. Comparé à d'autres, quoi. Mais là t'es vraiment dans cette logique là, quoi. C'est-à-dire que je crois pas au fait que après ça veut pas dire que t'auras comme toujours des acteurs de la long tail qui vont exploser, qui deviendront de la top tail, mais tu viens quand même dans un monde où de plus en plus le monde se starifie, le monde devient des grosses franchises. Et c'est pas forcément mauvais, hein. Le tout, c'est d'avoir des franchises qui sont intelligentes et qui soient chacun un peu différentes. C'est-à-dire que si à la fin tes franchises sont uniformes et qu'elles apportent pas grand-chose, tu vois, pour tes audiences, c'est là où on sera dans la merde. Mais donc tout le but, c'est de pouvoir avoir les IP qui vont devenir les franchises de demain, qui te donneront un bassin d'audience suffisant pour que lorsque la franchise arrivera au bout de sa lifetime value, tu puisses créer une deuxième franchise, puis une troisième. Vraiment la même stratégie que les gros labels dans la musique et qu'on est en train de voir venir aujourd'hui sur YouTube et sur la creator economy, en particulier la branche kids. Et du coup, j'ai l'impression que c'est une dernière question avant mon petit quiz final. C'est une question que j'aurais dû peut-être poser depuis le début, mais en fait, ça couvre quoi, en fait? Parce que je pense que peut-être certains ne savent pas, peut-être dans l'audience, en fait, quand tu dis YouTube, on pense, moi, dans mon imaginaire, c'est mes petits cousins qui ont entre 4-5 ans à peut-être 9-10, tu vois. Ouais, c'est 2 à 11 ans.
2 à 11 ans, d'accord. Ouais, c'est 2 à 11 ans. Et en gros, après, tu as plusieurs sous-segments. Tu as le préscolaire, 2-5. Et puis après, tu as du 6, tu as ce qu'on appelle du bridge, du 3-6, 3-7. Et après, tu as le vrai kid, qui est plutôt du 6-11 ans. Et après, tu as ce qui est plus global, ce qui est le positionnement de Disney avec un certain nombre de marques, qui est du Kids and Family. Et donc, c'est une marque qui était au départ pour du kids, mais qui arrive à toucher... Et là, globalement, c'est le Graal de chacune des IP, quoi. C'est de se transformer en une icône de la pop culture qui fait que tu touches plus simplement les kids, mais tu touches tout le monde. Typiquement, un Simpson ou un truc comme ça. Exactement. Où voilà, tu tiens... où t'as gagné, quoi. Et je me dis, est-ce que du coup, il y en a une déjà qui arrive à... En fait, on ne touche pas les adolescents. Bon, après, parce qu'eux, ils suivent peut-être les créateurs, mais tu vois, il y a quand même... Moi, je me rappelle, dans notre enfance, il y avait des séries qu'on regardait alors qu'on était ados, tu vois. Ouais. Moi, je pense à... Happy Friends. Ouais. Je sais pas s'il irait dans YouTube for Kids, mais je pense ça serait pas estampillé, mais for Kids, ça YouTube. Mais je pense, exemple, tu vois, Olivier Tom, tu vois, des trucs, tu vois, où c'était... Là, t'étais pas trop dans l'enfant, tu vois. T'étais plus dans l'ado qui cherche, et d'autres qui a besoin d'un modèle. Mais ça reste un modèle, quand même, qui peut être franchissable, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il y a une volonté dedans? Alors, nous, vraiment, la volonté qu'on a, c'est de pouvoir se positionner comme un acteur du Kids and Family. Donc, à un moment, le Teens, il va rentrer dedans. C'est juste qu'on essaye d'y aller par étapes. Je pense que... on essaye d'être focus, quoi. Donc, on commence par on a fait le préscolaire. Là, on commence le Kids. On va progressivement aller sur du Kids and Family. Est-ce qu'on ira sur du Teens dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois, ce sera peut-être le prochain truc. Exactement comme ce qu'a fait Disney, tu vois. Disney, ils ont commencé par du très kids et puis progressivement, quand tu vas aujourd'hui sur Disney+, il y a de tout, quoi. Et en fait, quand tu regardes le catalogue et le portefeuille de Disney, t'as vraiment du teens, t'as de l'adulte, t'as du kids and family, t'as du kids, t'as du preschool, etc. Ok, cool. Du coup, merci pour tout ça. Du coup, j'arrive à son petit questionnaire habituel. Non, c'est très simple, ça va pas challenger. Donc, la première, c'est si tu devais investir dans une startup de la creator economy, autre que la tienne, du coup. Merde. Laquelle choisirais-tu et pourquoi? Après, pas forcément une si tu n'arrives pas à choisir. Alors, c'est pas lié à la creator economy. Enfin, c'est pas directement lié à la creator economy, mais pour moi, c'est partie de ces boîtes qui sont en train de révolutionner la creator economy. C'est toutes les boîtes type HeyGen, Rask.ai, DeepDub, etc. qui font qui font du dubbing par de l'AI. C'est pas lié à la creator economy, mais ça ouvre tellement de perspectives de dire qu'en fait ton dubbing qui parfois te coûtait un budget dingue, tu vois, si tu veux dubber 20 minutes de son, tu vois, que ce soit pour les podcasts, que ce soit pour les youtubeurs, pour n'importe qui, ça leur permet enfin d'avoir un play qui est mondial, tu vois. Enfin, tu vois, notre podcast, demain, on va pouvoir le dubber dans 20 langues différentes. C'est-à-dire que les audiences qui aujourd'hui sont que françaises, en fait, directement, tu arrives à toucher le monde entier. Et ça, pour moi, ça ouvre des perspectives qui sont monstrueuses. Et j'aurais adoré investir dans ces boîtes-là. Après, c'est peut-être pas trop tard. Et je pense vraiment que ça fait partie de ces boîtes qui, dans la chaîne de valeur, vont devenir centrales dans la stratégie de tous les acteurs de la creator economy. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et toi, tu disais que c'était pas dans la creator economy, mais pour moi, ça en fait partie. Parce qu'en fait, ok, tu as la création de contenu, mais derrière, tu as tous les outils qui décuplent. Je suis d'accord. Mais c'est juste que ils touchent en fait, la creator economy est une petite verticale, tu vois, chez eux. Eux, ils vont toucher tout le monde des médias. Toutes les applications qui sont derrière. Et aussi, beaucoup pour les auditeurs, c'est l'introduction et la conclusion du podcast sont faits par un dubbing. En fait, c'est pas moi qui... c'est Enfin, du coup, dubbing, plutôt une retransmission de la voix, mais du coup, c'est pas moi en fait qui parle. C'était du coup Alex, on a fait un petit jeu pour voir, et du coup, j'ai même fait écouter à ma copine. Et du coup, elle s'est trompée une fois. C'est vrai. Merde. Mais non, mais c'était vraiment pour la taquiner un peu. Mais voilà, donc du coup, la question suivante, c'est si tu peux monter une autre startup dans cet écosystème-là. Ouais, moi je suis monomaniaque, franchement j'arrive pas à faire ça. Non mais c'est vrai, tu veux un sujet, ouais, j'ai un sujet, je suis incapable de penser à un autre sujet, vraiment incapable, je serais pas te répondre. Ok, très clair. Du coup, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui va entrer un peu dans l'écosystème aussi? Donc il dit moi je veux monter un truc dans l'écosystème de la création de contenu. Déjà, il y a plein de trucs à faire. Je pense que un truc qui est pas évident à avoir en tête, je pense, dans la creator economy, c'est le côté jouer le temps long. T'es quand même sur des... En fait, c'est quand même des business... Tu te rends compte que c'est des business où tu dois être consistant, persistant, tous les jours,
pour à la fin réussir à percer. Et c'est comme ça que le modèle économique, que toute la créateur économie s'est construit. Et donc, du coup, c'est ultra compliqué lorsque tu es un entrepreneur et que tu as la logique de allez, hop, tout doit être fait pour hier, j'avance, etc. Tu veux tester. Et il y a un côté où tu dois dire ok, ça, j'accepte que ça soit pas pour le temps court, mais je regarde systématiquement ce qui est pour le temps long. Tu regardes tous les gros youtubeurs, toutes les grosses chaînes YouTube Kids qui ont existé, et en règle générale, tous les gros acteurs de la créateur économie, c'est que des acteurs où en fait, c'est pas sexy, mais toutes les semaines ou tous les jours, ils ont gardé le même rythme, quoi. Ils se sont tenus à ça. Et ça, je pense que c'est... moi, j'ai accessé genre 200, 300 chaînes YouTube Kids, donc on les a quasiment toutes regardées, quoi. T'as vu toutes les vidéos de... Waouh. Non, mais toutes les chaînes, toutes les vidéos, on a regardé toutes les analytiques. On les a tous contactés, on a regardé les analytiques, on connaît tout, on s'est dit, lui, il a ses CPM de temps, voilà. Ah ouais. Et en fait, vraiment, ce qui ressortait de tout ça, c'est que les meilleures chaînes YouTube, c'était les chaînes YouTube qui regardaient le temps long. Toutes celles qui essayent de copier un autre, tu vois, celles qui avaient une vraie originalité et donc qui ont assumé l'unicité de leur contenu parce qu'ils ont vu, soit de manière voulue, parce qu'elles ont vu un white space, soit parce qu'en fait, ils le vivaient avec leur trip. Et deux, ils ont été consistants tous les jours pendant 3 ans, pendant 5 ans, pour réussir à pouvoir bâtir cette audience, construire autour de cette audience, et afin de devenir incontournable dans l'écosystème. Tu vois. Alors que tous ceux qui sous-performent, c'est ceux qui ont changé systématiquement de format, systématiquement, toi qui ne savais pas trop où est-ce qu'ils allaient, et qui allaient juste choper les trends, tu vois, court terme. Et en fait, tu peux choper les trends court terme 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et en fait, si tu n'as aucune identité, que tu deviens juste du putaclic, les gens, tu vas rien créer, quoi. Donc, ouais. C'est dingue parce qu'au final, ça se duplique énormément. Enfin, que ce soit dans les formats, dans les franchises que dans le créateur en lui-même, c'est ça en fait. C'est que c'est rarement ceux qui. En fait, comme tu as dit, après tu deviens des putaclic et en fait, on te regarde pour rigoler, quoi. Mais tu deviens un peu une farce plutôt qu'un vrai créateur. Ok. Bah en fait, c'est une question qui, je sais pas si elle compte parce que du coup, c'est pas trop le sujet. C'était si tu devais être un créateur de contenu, qui aurais-tu été Alors, je sais pas si c'est la bonne question. C'est plutôt, je sais pas. Ouais. Si tu devais créer un contenu pour enfants, enfin, je sais pas. Tu vois, comment tu créerais Quels seraient un peu tes axes de réflexion ? Celui que j'aurais adoré créer. Ouais. Bah forcément, celui que j'aurais adoré créer, c'est les contenus que je regardais en boucle quand j'étais gamin. Genre Toy Story, j'aurais adoré, tu vois, être. C'était un truc de dingo. Genre, les mecs, c'était la première fois qu'il y avait de la 3D. Genre, la première fois. Tout le monde le regardait avec des grands yeux. Mais c'est quoi cette histoire ? Un dessin animé, c'est un dessin animé, mais c'est un dessin. Qu'est-ce que tu me racontes de pouvoir faire un dessin assisté par l'ordinateur, tu vois ? Et il y a quand même un mec qui est arrivé là-dessus. Ils ont fait les premiers outils de CGI. Et puis, ils montrent le résultat. Ils disent merde, le rendu, c'est du plastique. Bon, bah vas-y, on va faire un film sur des jouets en plastique. C'est un truc de dingue, tu vois. Et ils ont sorti Toy Story comme ça. D'accord, c'est comme ça que c'est sorti, quoi. Et toi, moi, j'aurais adoré être dedans avec cette effervescence, voir. Et tu avais vraiment un moment particulier qui est en train de se créer dans cet écosystème qu'on est en train de revoir aujourd'hui dans l'AI. Je pense que c'est la seule fois où on a revu ça. D'ailleurs, je pense que l'AI, c'est encore plus puissant. Où là, tu arrives et tu leur dis écoutez, le contenu, il va être généré. Une partie va être générée. Mais non, le contenu doit être assisté par ordinateur, il ne doit pas être généré par l'ordinateur. T'as exactement le même truc, quoi. Et puis là, on te dit, bah non, en fait, la voix, elle est un peu trop synthétique. Bah ok, on le fait un peu moins parler. Ou le personnage, il est un peu weird quand il marche. Bah ok, on lui enlève une jambe, on lui met des ailes, j'en sais rien, tu vois. Et en fait, tu joues avec ces contraintes-là. Mais vraiment, Toy Story, pour moi, je pense que ça a été un... Genre, tu préfères un film autour de comment Toy Story a été construit. Tu as des bouquins qui ont été faits par Ed Catmull, par le CFO puis par le CFO de Pixar à l'époque. Ça avait l'air d'être une dinguerie, ce truc. Non, c'est vrai, en plus, quand j'étais petit, j'avais vu Toy Story 2. C'est vrai que. Toy Story 2, tout le monde se souvient d'aller au cinéma. Moi, j'étais comme ça, Toy Story 2. Je me marrais. Je pense que là, je l'ai revu avec les enfants. Je dis, mais en fait, je pense que j'avais rien compris à l'époque. Je me marrais juste au moment où il y avait la référence à Star Wars. Je pense que c'était la seule référence, genre, que j'avais compris, sinon j'avais rien compris. Ouais, c'est vrai que. Après coup, c'est vrai que quand on y repense. C'est ça qui est bien quand t'es enfant, c'est qu'en fait, t'as pas tout ce. En fait, tu kiffes le moment. C'est juste ça. T'as pas de dire, ça a changé. En fait, si on irait avec nos enfants, tu vois, ça serait en mode, on analyserait peut-être un peu plus les choses, on dirait, ça a changé sur ça. Et en fait, là, ils profitent. Exactement.
Et je suis curieux du coup de voir ce que ça peut donner du coup avec la partie AI. Tu vois. Après, je pense que ça se ressemble beaucoup moins dans la vision parce que au final, c'est juste le rendu qui est qui est généré et après redupliqué. Mais comme tu dis, en fait, on vit un moment fou en ce moment avec l'AI. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. C'était une grosse discussion, plein de sujets. J'ai appris énormément sur le monde du kids, parce que je voyais que par les yeux de mes petits cousins. Maintenant, je vois. Maintenant, tu vas être un expert et tu vas leur dire non, ça, tu regardais pas. Voilà comment ça a été fait. Non mais voilà quoi. Donc merci beaucoup. Et puis et quand on peut te retrouver? Sur quoi on peut te retrouver? Sur quel réseau? Est-ce que tu as un LinkedIn? Sur LinkedIn. Okay. Moi, je publie régulièrement sur LinkedIn. Donc, j'ai vu que tu avais fait un petit post récemment sur l'écosystème. Écoute, merci beaucoup. Et du coup, à une prochaine sur Planet Creator. Bye. À tout. Planet Creator, c'est produit par Airparty, le réseau de podcasts des nouvelles tendances tech. Si tu veux découvrir les autres podcasts du réseau, direction airparty.network. J'espère que cet épisode t'a plu. Merci beaucoup pour ton écoute.